Au Népal, l'un des pays les plus pauvres de la planète, réparer un bras, redresser une jambe, c'est redonner espoir à toute une famille démunie. En 2009, Pierre Sout, chirurgien orthopédiste belge, a mis au point un hôpital mobile, sans doute unique au monde. Il permet d'atteindre les régions les plus reculées de l'Himalaya, là où les populations n'ont pratiquement jamais accès aux soins. Le Népal est un petit pays coincé entre deux géants, la Chine et l'Inde. Sa capitale, Katmandou, située à 1350 mètres d'altitude, est mondialement célèbre depuis les années 60, quand elle devient la destination emblématique des hippies. Au sud, il y a la plaine du Terai, où la culture intensive de céréales est la principale ressource des habitants. Au nord, se dresse la plus haute chaîne montagneuse du monde, avec des sommets réputés, comme l'Everest ou les Annapurna. Elle domine de nombreux villages isolés, privés de toute présence médicale. Deux hommes, deux médecins portés par un même idéal de santé publique, se sont un jour retrouvés autour du même projet. L'un est népalais, médecin généraliste. C'est le docteur Mingma. Il a travaillé sans relâche pendant 24 ans dans l'hôpital de district qu'il a créé dans l'est du pays. L'autre est belge. Il s'appelle Pierre Sout et pratique la chirurgie orthopédique depuis plus de 40 ans. De leur rencontre est né cet hôpital mobile spécialisé en orthopédie traumatologique. Sa capacité d'être rapidement installé dans les coins les plus reculés du pays offre aux villageois une médecine inaccessible en temps ordinaire. Mais avant d'en arriver là, le docteur Sout a commencé cette aventure népalaise il y a une quinzaine d'années à Katmandou. Mais c'est probablement un hasard. J'ai reçu une lettre disant qu'un médecin népalais souhaitait démarrer un hôpital de chirurgie orthopédique à Katmandou. Et puis j'ai toujours eu envie de faire un peu d'humanitaire dans ma vie. Et puis voilà, les bouddhistes vous diront, c'est le karma. C'est arrivé au bon moment et je suis venu voir et je suis resté. Pendant 10 ans, aux côtés des équipes médicales népalaises, Pierre contribue au développement de l'hôpital orthopédique de Katmandou et forme de jeunes chirurgiens afin de pérenniser l'activité. Sa bonne pratique de la langue lui permet de s'intégrer, de gagner la confiance des habitants et de ses confrères népalais. On est passé d'un hôpital de 14 lits à un hôpital de 100 lits et on est passé de 150 interventions chirurgicales à l'année à plus de 2500 au moment où j'ai quitté. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins à 3000 et 6 chirurgiens ont été formés. J'ai pu constater en 10 ans que les gens de la montagne ou les gens des régions reculées n'avaient pas la possibilité de venir se faire soigner dans les grandes villes du Sud ou venir se faire soigner à Katmandou. Et donc, avec l'hôpital de Djorpati, on a organisé 1 ou 2 camps en montagne. C'était de bon aloi, je dirais, une image de marque un peu de l'hôpital, d'organiser des camps. Mais je trouvais que ça ne suffisait pas parce que c'était des choses tout à fait ponctuelles, sans continuité. And the family has to move definitely rooms to avoid. Dr. Pierre has been working for the last several years, as I said before. Si le docteur Pierre a travaillé pendant toutes ces années, c'est grâce à l'amour, au respect de son travail et pour le peuple népalais. C'est la raison pour laquelle il aime revenir encore et encore. Il aime être ici avec les gens démunis des montagnes, pour les aider. Il y trouve une satisfaction.
Je crois qu'à l'avenir, nous aurons des médecins népalais comme le docteur Pierre. En tout cas, nous l'espérons. Mais il ne s'agit pas seulement de pratiques chirurgicales. La chirurgie, c'est difficile, techniquement, bien sûr. Mais le contact humain, vous voyez, l'attitude, le ressenti, l'amour, le sens du service rendu, ça, tout le monde ne l'a pas. Donc nous espérons que dans le futur, nous pourrons compter sur d'autres personnes comme lui, comme le docteur Pierre. J'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Mingma, qui était donc à l'hôpital de Paplou et pour lequel on avait organisé un camp. Là, on amène un blessé. Ce blessé était porté sur un brancard, avait reçu un rocher sur lui, était cassé un petit peu de partout. Et il y avait 3 équipes de 4 porteurs et il marchait depuis 6 jours pour atteindre l'hôpital. Cet événement m'a fort travaillé et un jour, en rencontrant le docteur Mingma à Katmandou, je lui ai dit, mais donc il faut encore aller plus loin que ces hôpitaux qui sont équipés, ceci et ça. Et j'ai sorti, là, mais c'est une phrase qui est sortie comme cela, et pourquoi pas un hôpital mobile? Pourquoi ne mettons pas un hôpital en caisse? Ça permet d'aller vers les gens dans des régions reculées pour des périodes relativement courtes. Et donc, voilà, aujourd'hui il existe. Dans l'organisation d'un camp orthopédique mobile, tout commence par le choix d'un lieu et des besoins de la population. Dunai, chef-lieu de la région du Bas-Dolpo, est d'un accès difficile. Pour s'y rendre, il faudra d'abord transporter l'équipe médicale et le matériel de Katmandou à Nepalganj. Ensuite, embarquer dans un petit avion pour atterrir à Djoupal. Le groupe terminera son périple grâce à un convoi de mules qui transportera le matériel. À Moulpani, banlieue de Katmandou, dans une maison cossue, l'équipe s'affaire à préparer le prochain départ. Cette maison fait office de bureau et de lieu de stockage entre 2 missions. Le matériel y est contrôlé, compté, emballé et stérilisé. Le camp prévu à Dunai est avant tout orthopédique, mais des consultations dentaires seront également organisées. C'est Kancha qui s'en chargera. Il a été formé par le docteur Mingma pour assurer les soins essentiels. Comme les autres, il participe aux derniers préparatifs de la mission. Tout doit être pesé avec précision, car la ville de Dunai n'est accessible que par les airs et la charge autorisée par la compagnie aérienne est très réglementée. Diminuer toujours la charge reste encore et toujours la priorité. Je tiens à dire aussi, c'est qu'on ne peut pas gagner là où la sécurité serait compromise. Je prends par exemple les médicaments d'anesthésie, tout doit être amené, je ne fais aucun sacrifice. Ce que l'anesthésiste exige pour être en sécurité, il faut le prendre. Nous avons le plâtre en quantité suffisante que pour pouvoir plâtrer statistiquement X personnes. Les médicaments, les fils, les broches, les vis, les plaques, s'il en faut, bien que là c'est un autre problème, c'est un problème médical. On tâche de mettre un matériel très peu invasif de telle manière à ce qu'il puisse être ôté facilement par un médecin local ou un agent de santé local. Dans l'équipe, il y a un homme particulièrement incontournable, c'est Sunil. Sans lui, pas de camp possible. Il connaît le matériel dans le détail et il est aussi responsable de la stérilisation. En tant que Népalais,
Il est l'homme de toutes les situations. Sunil et Pierre travaillent ensemble depuis plusieurs années. Ils se connaissent très bien. La complicité et la confiance sont réciproques. C'est donc lui qui partira en éclaireur. Dès son arrivée à l'aéroport de Jupal, Sunil entreprend une longue descente à travers les petits villages qui parsèment la région du Dolpo. Son premier travail consistera d'abord à vérifier sur place l'état du bâtiment qui accueillera l'hôpital mobile et ensuite à préparer et à nettoyer les lieux. Pendant ce temps, à Katmandou, Kancha et Pierre finissent de charger le matériel dans le minibus. L'équipe partira à 4 heures du matin pour une longue traversée du pays jusqu'à Nepalganj. Les membres du groupe ont pour la plupart été formés sur le terrain dans l'hôpital de district du docteur Migma. C'est le cas de Mohan, l'infirmière principale. 10 camps à son actif, essentiellement avec Pierre. Elle sera secondée par la jeune Susma, dont c'est une des toutes premières expériences. Pachi, autodidacte, connaît les rudiments de la radiologie. C'est la responsable de ce poste. Quant à Smita, la logisticienne, une fois sur place, elle assistera Kancha au cabinet dentaire. 17 heures de voyage seront nécessaires pour atteindre le premier aéroport à Nepalganj. L'ambiance est détendue, car tous se connaissent bien et forment une équipe soudée et motivée. Lorsque le minibus arrive enfin, le matériel est déchargé, puis scrupuleusement pesé par les autorités de l'aéroport. Un moment toujours un peu délicat que les deux médecins supervisent avec attention. À Dunai, Sunil prend contact avec le médecin local et l'infirmière du village présent sur le site. Les jeunes médecins qui décrochent leur diplôme avec une bourse d'État doivent en effet faire quelques mois de service dans ces régions reculées du Népal. C'est une obligation du ministère de la Santé. La majorité d'entre eux repartiront ensuite très vite dans les grandes villes lorsqu'ils auront accompli leurs obligations. Sunil commence avec une jeune recrue du village à ranger, à dépoussiérer et à laver les deux petites salles qui accueilleront les malades et le bloc opératoire. Il faut ensuite que Sunil rejoigne la radio locale pour s'assurer que le message de l'arrivée de l'équipe médicale à Dunai est bien diffusé sur les ondes. Ce mode de communication est le plus efficace pour prévenir les habitants des alentours
des soins dont ils pourront profiter. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पाको सूचना हिमाली स्वास्थ्य तथा शिक्षा संस्था र नेपाल माउन्टेन मोबाइल अस्पतालको संयुक्त आयोजना र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पाको संयोजनमा डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा डोल्पामा मिति 2071 साल वैशाख 4 गतेदेखि 8 गतेसम्म निःशुल्क हाड जोड्ने रोग परीक्षण तथा शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन हुने भएकोले हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले उक्त मितिमा डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा आई मौकाको फाइदा उठाउन हुन अनुरोध गरिन्छ। साथै उक्त शिविरमा दाँत सम्बन्धी रोगको पनि सामान्य उपचार गर्ने बेहोरा अनुरोध छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पा। Dans la région de Dunai, un enfant sur 2 meurt en bas âge. Il y a 2 ans, dans une des vallées, 50 d'entre eux ont été emportés par la rougeole. Ici, cultures et pâturages sont rares. Pour survivre, les habitants de ces contrées perdues pratiquent un nomadisme pastoral qui les conduit chaque année du Tibet aux frontières de l'Inde. À Dunai, la vie coule donc dans les chemins. Il faut marcher paisiblement au rythme des Sherpas, qui portent jusqu'à 35 kilos à l'aide d'une sangle passée sur la tête. C'est là toute l'authenticité d'une vallée qui a su conserver son mode de vie ancestral et préserver sa culture tibétaine et bouddhiste. L'orthopédie n'est pas une chirurgie vitale, mais avec une jambe ou un bras cassé, on ne survit que difficilement dans les montagnes népalaises. Quand il n'est plus possible de faire appel à sa force physique pour se nourrir ou travailler, c'est la misère qui s'installe. De plus, l'hiver qui dure la moitié de l'année rend l'éloignement du village encore plus important, et la neige empêche souvent toute communication durant de longues semaines. Solitude et isolement prennent ici tout leur sens. Le reste de l'équipe retrouvera bientôt Sunil à Dunai. L'avion se faufile dans les contreforts des montagnes. Un exercice qui peut se révéler hasardeux, car il n'est pas rare que ces petits coucous se perdent et s'écrasent quand le mauvais temps surgit inopinément. Sunil a rejoint l'équipe et coordonne le déchargement du matériel pendant que Pierre s'occupe des formalités administratives. Avant même d'atteindre Dunai, Pierre est interpellé par un villageois. Il est venu avec son fils et lui présente ses radiographies.
Voilà déjà une première consultation sur la piste d'atterrissage. Puis, c'est le début de la descente. Il faudra quelques heures pour atteindre Dunaj. Dans ces conditions, les déplacements en montagne ne peuvent s'effectuer qu'à pied et le transport des marchandises à dos de mule. Paysans, bergers, marchands et muletiers ont l'habitude de se déplacer à pied sur de longues distances. En l'absence de routes carrossables, les paysanneries himalayennes ont construit un réseau extrêmement dense de sentiers hiérarchisés. Ils sont les vecteurs d'une vie commerciale intense qui reste indispensable à l'économie du pays, malgré les contraintes qu'oppose le relief. À proximité de Dunaj, les muletiers décident de traverser la rivière pour gagner du temps. Une opération délicate qui inquiète un peu Pierre. Le moindre contact avec l'eau remettrait en cause la stérilisation du matériel qui a été réalisé à Katmandou. À peine arrivé, le matériel est vérifié. C'est maintenant l'installation de la salle d'opération. Les premiers patients sont déjà là, accueillis par les collégiens du village. Ils font office de relais entre l'équipe médicale et une population encore largement analphabète. Pierre et Mingma débutent les consultations. Le jeune médecin local les accompagne. Pour lui, la venue de ces professionnels expérimentés est une aubaine. La population, bien souvent, ne s'exprime que dans un dialecte local. C'est une difficulté supplémentaire.
As we have seen so many patients come Comme vous le with the voyez, pain, il y a beaucoup d'habitants qui viennent pour des douleurs dans les articulations. Cela peut être dans les genoux, dans les poignets, dans les mains, partout dans leur corps. C'est le cas de la plupart des gens. Mais nous nous concentrons sur ceux qui présentent des difformités. Les personnes d'ici ne peuvent pas aller dans les grandes villes pour se faire soigner, parce que cela leur coûte beaucoup d'argent. Et ils n'ont pas d'argent pour cela. Donc ils restent ici avec leurs difformités, toute leur vie. La première opération du docteur Pierre est un jeune enfant d'à peine 3 ans et demi. Sa tête penche sur le côté. Une opération plutôt délicate. Les très jeunes enfants passent toujours en premier, car ils nécessitent bien souvent une anesthésie générale qui réclame d'être à jeun. Et c'est donc par les mains de l'anesthésiste que tout commence. Le docteur Amir a fait des études de médecine générale en Biélorussie il y a 20 ans, puis s'est spécialisé au Népal. Il exerce d'habitude ses fonctions dans un hôpital de Katmandou. Son expérience lui permet de garder son sang-froid face à la responsabilité primordiale qui lui incombe. C'est un torticolis congénital, c'est-à-dire en termes savants, c'est le sternoclédomastoïdien, le muscle sternoclédomastoïdien qui est rétracté. Et l'anatomie fait que l'artère, les vaisseaux carotidiens sont juste derrière. Vaisseaux carotidiens qui donnent l'afflux du sang au cerveau. Any kind of surgical camps, the main Pour chaque camp chirurgical, la plus grosse responsabilité revient à l'anesthésiste. Parce que dans certains cas difficiles, nous devons pratiquer une anesthésie sur des personnes qui n'ont aucune connaissance de leur passé médical. On doit s'informer de cet historique très vite. La plupart des gens qui vivent dans ce village ne comprennent pas vraiment l'importance de ce que nous leur demandons. Ils sont ignorants en matière de santé, en matière de médecine. Et cela renforce la difficulté d'exploration de leur passé médical. Cela crée un vrai challenge pour l'anesthésie. Car s'ils ont un quelconque problème, génétique ou autre, les produits utilisés peuvent avoir de graves conséquences. Le plus gros défi, c'est de nous préoccuper de nombreux cas dans un temps très court. En 3 ou 4 jours, on traite peut-être 30, 40, voire 60 cas. Et comme les patients viennent de très très loin pour bénéficier de nos services, nous tentons d'apporter des soins chirurgicaux et des consultations au plus grand nombre. Donc, nous devons aller très vite. Le Népal est un pays très pauvre et sous-développé. Il y a beaucoup de lieux comme celui-ci. Vous devez travailler dans des conditions où personne ne viendra vous aider. Vous êtes seul. Alors vous devez forcément ne compter que sur vous dans les situations difficiles. J'aime bien travailler dans ces lieux, endosser ces responsabilités. Cela m'aide à travailler en confiance dans ce type d'endroit. Apprendre en faisant. En participant à beaucoup de camps comme celui-ci, je poursuis mon apprentissage, jour après jour. J'emmagasine sans cesse de nouvelles choses qui me serviront pour le camp suivant. Les interventions en dentisterie ont déjà commencé pour Kancha et Smita. Elles sont assez rudimentaires
et consiste en réalité à assainir la bouche et à extraire les dents abîmées afin de limiter infection et souffrance. Very long, strong. Au fond du couloir, la cabine de radiologie est le domaine de Pachi. शेर्पा हो थाहा छ ल ल नाम चाहिँ भन्छ he is asked me you are Sherpa. Elle m'a demandé si j'étais Sherpa et je lui ai répondu que oui. Elle m'a dit du Solukhumbu et je lui ai dit oui. Les Sherpas du Dolpo sont comme des Tibétains, vous voyez, mais nous ne sommes pas Tibétains. Nous sommes Sherpas. Sherpas du Solukhumbu. Les Sherpas sont des bouddhistes. Le docteur Mingma aussi est Sherpa. Et moi aussi, je suis Sherpa. Le mot Sherpa est composé de deux mots, Sher et Pa. Sher signifie les gens qui viennent de l'Est et Pa, les gens qui vivent dans l'Est du Népal. En fait, les Sherpas sont venus du Tibet. Ce sont des nomades du Tibet. Les peuples nomades ont une caractéristique. Ils ont l'habitude de vivre ensemble, de s'entraider. C'est d'ailleurs cette attitude qui est à l'origine de notre culture. Pour ce premier jour de camp, on a déjà dépassé les 100 consultations en orthopédie. L'équipe a trouvé son rythme, les opérations commencent à s'enchaîner. D'autres interventions sont déjà programmées pour demain. 3 ou 4 séquelles de fracture du coude, une fracture du tibia à réduire et à plâtrer, et bien d'autres encore qui s'ajouteront à la liste. Ani X-ray कहाँ छ? Nearby. Okay. X-ray लिएर हो नि? अनि म फेरि छ?
यहाँबाट बल पाऱ्यो भने यो पहिला खुस्काउनु Ici, c'est un patient d'une vingtaine d'années qui a été opéré, on dirait dans la vallée ou en tout cas en ville, d'une fracture du tibia et on lui a mis un clou verrouillé. Donc c'est une tige qui se trouve dans le tibia, qui est bloquée par des vis et on va lui enlever le clou. On va tâcher de lui enlever le clou. Le problème de ces clous, c'est qu'il y a différentes marques, que forcément quand on part faire un camp mobile en montagne, on n'a pas tous les instruments du monde. Je ne sais pas, c'est probablement un clou indien. Les vis l'ennuient parce qu'elles sont sous la peau et ça gêne, ça fait mal. Quand il se cogne, cela fait mal. Et donc, au minimum, on lui enlève les vis. Au maximum, on lui enlèvera le clou aussi. Et de plus, nous sommes loin de la vallée. Si on peut lui épargner un aller-retour dans la vallée et dépenser de l'argent inutile dans la vallée, il sera tout content, bien sûr. Sunil, maybe you can play also. Can you put crepe bandage ekdam tight? Mati, tourniquet sama. Voilà. Screwdriver, yes. Silk techno success. Il manque eu d'Albat à midi, hein. Lunchtime. Plus près. Nail is in middle of the bone. I think so. Good. TTA is there. I guess it's there because there is some depression, but le but c'est de dégager l'extrémité supérieure du clou correctement, de telle manière d'abord à ne rien casser, mais c'est la seule façon de faire sortir un clou. S'il bute en haut contre de l'os néoformé, jamais il ne sortira. No, I don't know. Yes, knife, sister, knife. Last time, sister. Any pliers, senza. Alors ça, c'est de l'invention personnelle, hein. Bon, il faut regarder l'heure. On s'amuse une petite demi-heure et si ça ne va pas, on le laisse dedans. Bétadine et arachné. Sister, not today, it will remain. On a beau dégager l'extrémité, il n'y avait pas de vis ici. C'est bourré d'os. C'est bourré d'os, donc ma force doit d'abord casser cet os. Voilà, pop, fini. Bétadine, zoom zoom, bleeding on that. Nous les chirurgiens orthopédistes, nous aimons un fil qui se résorbe lentement parce que nous avons besoin de tenue. Le Vicryl, il a un coût et ça coûte cher dans notre porte-monnaie de camp mobile.
700 roupies. Alors 700 roupies, c'est un budget au Népal. Une personne mange 5 jours avec 700 roupies. Donc, dans le porte-monnaie d'un patient, c'est énorme de lui faire acheter un Vicryl. Alors, quand on peut le lui offrir, eh bien, on le lui offre. Voilà. Tout simplement. Pas le temps de rentrer au gîte pour se restaurer. L'équipe reprend des forces sur place en avalant sur le pouce un dalbat. Ce plat typique du Népal, composé de riz, de lentilles et de légumes. Les pommes de terre de montagne meilleures que les pommes de terre de la vallée. Bien-être et confort individuel n'ont plus d'importance pour le groupe médical qui fait preuve d'esprit d'équipe en toutes circonstances. Soigner encore et encore, être au service des habitants reste au cœur de leur entreprise. Après 54 opérations chirurgicales, plus de 1000 consultations généralistes, auxquelles s'ajoutent 150 interventions en dentisterie, il faut bien mettre un point final à la mission. Certains actes médicaux n'ont pu être réalisés pour des raisons techniques. Transfusion sanguine ou traitement opératoire trop important, par exemple. Pour les cas qui n'ont pas pu être traités, ils seront renvoyés sur un hôpital de Katmandou. Et c'est l'hôpital mobile qui prendra en charge la totalité des frais. On a pu opérer 54 patients sur 4 jours et demi, donc nous sommes au 5e jour à midi, nous devons emballer là maintenant. Je crois que tout le monde est fatigué, on a donné énormément pendant 4 jours et demi à travailler 12 heures par jour ou pas loin de 12 heures par jour. 54 interventions à l'affilée pour un chirurgien, je crois que c'est déjà une performance également. Les besoins financiers de la mission, vus d'Occident, peuvent sembler dérisoires. Et pourtant, avec à peine quelques centaines d'euros, sauver ou améliorer la vie des habitants des montagnes peut redonner de l'espoir à une famille tout entière. C'est un camp qui, je dirais, coûte relativement cher dans notre porte-monnaie, si je puis dire. Je crois qu'on va tourner autour des 15 000 euros, aux environs de 15 000 euros. Pour 54 patients opérés, si on divise déjà, ne fût-ce que cette somme-là, 15 000 par 50, on est à 300 euros par patient, donc moins de 300 euros par patient opéré. Je crois qu'on reste très performant. Il faut savoir qu'ici à Dunai, même si nous sommes venus il y a 3 ans, il n'y avait pas de médecin. Aujourd'hui, il y a un médecin qui est ici pour 6 mois. Qui viendra après, on ne le sait pas. Est-ce qu'il va rester les 6 mois? Est-ce qu'il en aura marre d'ici 1 mois ou 2, descendra sur Katmandou? On ne le sait pas non plus. Et donc, le contact patient-médecin dans ces régions reculées est tellement faible. Quand on voit un patient en consultation, il faut être dans la culture, il faut aussi savoir un petit peu ce qu'ils ont derrière la tête. Ils viennent demander « Namaste, namaste, Garmanzani, Garmanzani » Là. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Namaste, namaste. So, donc quand un patient vient en consultation, il faut être un petit peu dans la culture. Qu'est-ce qu'il vient demander? Il vient demander le bonheur, le bien-être, la bonne condition physique et tout cela qu'on ne peut pas nécessairement lui donner. Lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a? Il voit sur la table les comprimés, des comprimés d'antidouleur et tout ça, cela, et il croit vraiment que ce comprimé-là va lui donner une nouvelle vie, et qu'il va redevenir un jeune adulte complètement compétitif sur le... J'exagère un peu, mais c'est un peu ça qu'il a derrière la tête. Et donc, forcément, il faut un petit peu leur expliquer que ce n'est pas ça. Par contre, quand quelqu'un a un membre complètement de travers et ceci et cela, et qu'on le remet droit, ça change leur vie. Aujourd'hui, je crois que cet hôpital mobile est un peu unique parce que si on veut l'appeler de manière imagée, il faudrait l'appeler ici au Népal le Doko Hospital, c'est-à-dire le Doko est ce fameux panier que les Népalais portent et que l'on voit sur les chemins.
nous allons vers les gens par leur chemin à eux et non pas par les routes. À ma connaissance, ça n'existe pas dans le monde. Et puis voilà, donc c'est un hôpital qu'il faut encore un petit peu, je dirais, huiler, affiner, peaufiner. Il faut former, peut-être pas tellement former, mais motiver des chirurgiens à venir. Alors ça, c'est peut-être un autre rêve que j'ai, mais rêvons, quoi, rêvons. À peine de retour à Mulpani, les préparatifs reprennent pour le camp suivant. Alors bon, mais nous sommes rentrés de Duna hier. On a commencé les lessives dès hier soir. Nous avons 2 jours pour tout emballer. Pourquoi? Parce que pour le dernier camp qui démarre lundi, le matériel partira avant par avion. Donc nous sommes vraiment sur des charbons ardents à tout préparer, laver, lessiver, nettoyer, emballer, compter, commander les médicaments restants, etc., etc. Un projet verra bientôt le jour, qui devrait faciliter et réduire une partie de la tâche de l'équipe. C'est une réalité aujourd'hui. Nous démarrons cette année une petite entreprise, une petite PME, dirait-on, de fabrication de sets chirurgico-stériles, des sets un petit peu de toutes sortes. Et donc, ça évitera effectivement tout ce linge qui traîne à terre et qui doit être lavé et qui nous demande une énergie pas possible, tant dans les camps qu'ici à Katmandou. Le Doko Hospital, l'hôpital sac à dos comme le surnomme Pierre, reste pour ces populations démunies le seul espoir de bénéficier de soins gratuits de haute qualité. Les membres de l'équipe médicale sont des porteurs d'espoir pour ces habitants du Dolpo, isolés dans l'immense espace montagneux de l'Himalaya. Alors, est-ce que l'hôpital mobile va pouvoir trouver des successeurs et continuer? C'est évidemment, on l'espère. On l'espère. Alors, moi, mon envie est de le présenter au ministère de la Santé et dire voilà un outil qui fonctionne parce que voilà nos statistiques, voilà nos coûts, voilà ce qu'on a pu faire, ceci et cela, et qu'ils puissent reprendre l'outil et le multiplier éventuellement afin de couvrir l'ensemble des régions reculées. Si nous parvenons à y aller une fois l'an, c'est déjà énorme. Je suis optimiste, oui, parce que c'est la seule voie possible. L'autre chose dont je suis sûr, vous savez, c'est que ce n'est pas qu'une question de chirurgie.
C'est avant tout le ressenti, l'attitude, l'amour du travail et l'amour de son prochain. C'est ça qui est très important. En orthopédie, nous avons plus de 1000 opérés en montagne. Je crois qu'on commence à être crédible.